Without further ado, Du comptoir d'enregistrement. Alors, nous allons commencer une discussion avec les docteurs Mona et Abderrahman. Le docteur Naber est notre grande conseillère depuis des années. Nous sommes fiers d'elle et nous avons la chance d'avoir le docteur Patch Nathan, qui donc le docteur Patch, comme il dit lui-même, qui est directeur de la Fondation de la Science, US Science Foundation. Et maintenant, je vais accueillir le docteur Alejandro Adab, qui sera le modérateur de notre séance. First question. Tout d'abord, est-ce que vous nous entendez? À peu près. Nous sommes très heureux d'être ici. Et pour moi en particulier, de pouvoir être le modérateur de ce dialogue entre le Dr Neiman et le Dr Punch, comme on dit. Et si vous le permettez, on dira Punch, n'est-ce pas? Puisque c'est vous-même qui vous attribuez ce beau surnom. Et donc, je pense que non seulement ce sont de bons amis, mais également ils sont une véritable inspiration pour moi. Ce sont des exemples, ils le sont pour le monde entier. Et donc, quand on m'a demandé de modérer la chose, je me suis dit, mais qui va pouvoir modérer Mona et Prenti? Parce qu'on ne peut pas les modérer. Et vous le voyez, parce que de la façon dont ils s'expriment avec tout cet enthousiasme. Et Mona est notre conseillère scientifique en chef. Elle est depuis 2017. Et elle a joué un rôle de chef de file remarquable dans tout le Canada. Et donc, nous lui devons également une dette de reconnaissance considérable pour le rôle qu'elle a joué pendant la pandémie. Quant à Punch, il est directeur et qui a été donc confirmé par le Congrès en 2020 comme conseiller scientifique principal aux États-Unis, un vrai scientifique, personnalité reconnue dans le monde entier d'ailleurs. Et si vous ne le saviez pas, c'était pas dans sa bio, Punch, eh bien il est titulaire d'un doctorat de l'Université d'Ottawa. Et donc, sa première subvention lui est venue de notre conseil scientifique. Et donc, on dit que le Canada doit faire partie des initiatives internationales. Alors commençons par les questions. Et donc je pose la question à quelqu'un, puis l'autre pourra compléter. Donc le titre de la conférence, c'est la conférence en temps de transformation. Comment est-ce que la science peut se tourner vers les priorités pertinentes dans un paysage mondial en pleine mutation, et que faire pour garantir que la science affronte les problèmes et les défis urgents, non seulement à l'échelon local, mais à l'échelle générale. Merci, Andromeda. Nous avons quelque chose en commun, c'est que nous venons de l'Université d'Ottawa. Et donc, nous avons tissé des liens à Ottawa, qui est une sorte de deuxième foyer pour moi. Et j'ai vécu 11 ans à Ottawa, donc j'y ai quand même tout un patrimoine de souvenirs. J'y ai fait du patin sur le canal. Et mes deux enfants sont nés au Canada. Donc je suis aussi un Canadien. Et je suis heureux d'être de retour. Alors parlons de la science. Nous vivons une période de transformation, comme vous l'avez déjà dit. Alors permettez-moi de vous communiquer deux exemples de ce que nous avons pu assister directement et qui montrent l'impact de la science. Tout d'abord, la pandémie de Covid.
a mis en relief l'importance de la recherche fondamentale et de la poursuite ininterrompue d'investissements. Et ensuite, donc également, pour propager cela à travers des investissements qui sont mis au service du secteur privé et du monde des affaires. Souvenez-vous du test PCR qui a été investi, qui a fait l'objet d'un investissement dans les années 60 pour une bactérie qui avait infesté le parc national de Yellowstone. Donc vous voyez bien combien de temps cela prend. Mais quelle est l'importance de l'impact? Et donc, c'était investi dans les années 70 pour ce qui est de l'impression tridimensionnelle. Et donc, maintenant, nous parlons d'intelligence artificielle comme une technologie dominante. Et puis, se poseront des questions. Mais l'IA et sa prolifération ne cesse de nous rappeler que l'IA d'aujourd'hui, en fait, est le résultat d'investissements ininterrompus depuis 50, 60 ans. Et donc, je dirais que ça a été d'ailleurs le plus important investissement à vocation non militaire. Et donc, les gens ont investi, et voilà que maintenant, nous sommes face aux merveilleuses occasions que nous offre l'intelligence artificielle, mais aussi aux problèmes que qui accompagnent ces perspectives. Ainsi, donc, ça montre également combien il est important d'investir dans la recherche fondamentale. Et donc, nous vivons un moment qui est bien illustré par la conférence d'aujourd'hui, parce que le monde veut que nous travaillions de manière interdisciplinaire et sans prendre un moment de répit. Et donc, je dirais que nous n'avons pas maintenant, nous n'avons pas suffisamment mettre en œuvre les experts des politiques du début du bourgeonnement de l'intelligence artificielle. Et maintenant, nous appliquons en quelque sorte des solutions provisoires pour faire avancer les solutions techniques. Et donc, nous vivons un moment qui nous met au défi de penser de manière interdisciplinaire, et cela sans relâche. Challenging us to strengthen at speed and scale, because the problems out there, whether it is climate, whether it is the next pandemic, whatever those grand challenge problems are, requires us to hyper partner, to work at speed and scale. And when we talk about 5 to 10 years from now, I have only one thing that I will tell you in the interest of time. If we do not, in all our nations, and I remind this in the United States, and I'm sure it's true in Canada, if we do not unleash every ounce of talent in our nations, talent across all geographies, talent everywhere, and make possible opportunities everywhere, and also work towards investing and cultivating and nurturing innovation anywhere across our nations, we would not have done justice for what needs to be unleashed for the future. And therefore, the 5 to 10 years and beyond is how we ensure opportunities are everywhere, innovation can be anywhere, and that's what we need to intensely focus on. How can science, technology, innovation ensure that we are able to provide that kind of a future for all our citizens everywhere? Back to you, Alejandro. Mona, your comments on this? Pas sûr, qu'est-ce que je peux ajouter? Midi, bienvenue à Ottawa. Alors, Panch a non seulement été professeur, mais ce qui veut dire qu'il parle aussi français. Patch also speaks French. I mean, building on. Alors, je vais élaborer sur ce que Panch a dit. Et je vais vous donner quelques exemples rapides. Et quand on parle des grands défis, évidemment, tout le monde pense actuellement à la transition énergétique, le changement climatique et évidemment la santé.
Et nous pensons avoir les connaissances nécessaires pour simplement appliquer les solutions. Mais la réalité est que nous pouvons affirmer sans grand danger de se tromper que nous avons peut-être le tiers des connaissances nécessaires. Il faut penser aussi à des mises à l'échelle. Il y a des questions auxquelles nous n'avons pas encore la réponse. Et il y a des ressources disponibles et un savoir disponible, et il faut aussi le mettre en application. Les gens pensent souvent que l'entreprise scientifique, c'est le fait de trouver les solutions. Mais la science nous aide à comprendre le problème et elle nous aide à trouver aussi les solutions, mais elle nous aide aussi à suivre les progrès accomplis et faire le choix judicieux des solutions appliquées. Alors, je pense que nous allons vivre une transformation le jour où nous utilierons la science pour les fins de la mise en œuvre et du suivi des progrès. Alors, est-ce que nous devrions faire de la recherche appliquée? Parce qu'on ne peut pas se permettre de financer d'autres recherches fondamentales. Mais Panch a justement parlé des vaccins et de leur utilité en période de pandémie. Alors, vous savez, j'ai fait mon doctorat sur la synthèse de l'ARN. Et au fait, mon superviseur a presque perdu sa subvention du CRNSG parce que quelqu'un lui a dit « Mais qui sur Terre aurait besoin de ARN synthétique ?» Alors, je pense qu'il faut avoir l'humanité de ne pas d'admettre que ce n'est pas toujours possible de prévoir l'avenir. Et donc, il faut faire preuve d'humilité, et parce qu'en tant qu'être humain, nous voulons nous comprendre l'univers dans lequel nous vivons, et je vous garantis qu'un jour, ce que nous découvrons aura une application, même si nous ne sommes pas là pour en profiter. Et voilà le justificatif pour la recherche fondamentale. I couldn't agree with you more. Is this working or not? Yes? Tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que mon micro fonctionne? Oui, d'accord. Alors, le prochain point dont nous allons parler, c'est la science ouverte. Parce que quand on fait de la recherche scientifique, évidemment, on veut que les résultats de la recherche soient accessibles à tous. Alors, Mona, on sait que vous avez été une championne de la science ouverte, et certains membres du public sont peut-être familiers avec le plan de route pour la science ouverte que vous avez lancé il y a 2 ans. Donc, à votre point de vue, pourquoi est-ce si important? Et pensez-vous que la science ouverte et la sécurité nationale sont à l'opposé l'un de l'autre? Pourquoi la science ouverte est-elle importante? Imaginez la pandémie de la COVID-19 et imaginez que nous n'ayons pas accès, nous tous, aux publications sur la COVID, sur les données sur la COVID et même aux articles de la presse sur la pandémie. Alors, nous savons que la science ouverte a beaucoup de mérite et je pense que nous devons continuer sur notre lancée et ne jamais regarder en arrière. Il y a évidemment des préjugés sur la science ouverte. Il y a des gens qui pensent, par exemple, que ça veut dire qu'on ne peut pas obtenir de brevets sur ce qu'on trouve, sur les découvertes que l'on peut faire. Mais ça, c'est faux. Et en fait, les brevets sont probablement la meilleure source d'informations ouvertes sur la façon de faire des expériences et ainsi de suite. Donc, ça, c'était mon premier point. Et l'autre mythe, c'est que la sécurité nationale et que la science ouverte sont diamétralement opposées, c'est de penser que la recherche scientifique doit forcément être secrète et se faire en vase clos. Et évidemment, il y a des sujets d'enquête qui ne doivent pas être divulgués au public. Les pays, les organisations et les individus le font depuis des années. Et c'est habituellement pour des raisons de sécurité nationale. Mais en fait, la sécurisation des données est importante pour les données ouvertes parce qu'on ne veut pas que les gens trafiquent les données et modifient les résultats qui ont été publiés.
Et c'est pour ça que je parle de l'hygiène de la sécurité ou de la sécurisation. Donc nous avons beaucoup de progrès à faire dans nos institutions au niveau des pratiques exemplaires, au niveau de la sensibilisation et au niveau des outils dont nous avons besoin, dont nos institutions ont besoin pour sécuriser les données et protéger donc la validité des travaux accomplis par les scientifiques. Et donc, il n'y a pas de contradiction entre la sécurité nationale et la science ouverte. Elles vont main dans la main. Merci beaucoup. Alors, comment allez-vous résoudre un problème comme le changement climatique si les résultats scientifiques ne sont pas accessibles? La valeur scientifique de base, c'est l'ouverture, la transparence, la réciprocité, l'intégrité et le respect de la propriété intellectuelle. Donc, ce sont les valeurs fondamentales qui sous-tendent le travail scientifique. Quand on parle de partenaires, ça veut dire travailler ensemble. Et nous voulons évidemment que les partenaires qui croient dans ces valeurs fondamentales puissent travailler ensemble. Et c'est ce qui nous permettra de trouver des idées qui nous guideront dans l'avenir. La COVID est un excellent exemple. Nous avons partagé nos données parce que nous avons partagé les approches nous avons pu trouver des solutions très rapidement. Alors, la science ouverte est un concept extrêmement important. Je suis d'accord avec Mona que nous devons le regarder du coup. Et il faut, pour y arriver, sécuriser les données, mais ne pas cacher les résultats de la recherche scientifique. Et je vais vous donner un exemple. En septembre, nous avons donné une subvention de 4 milliards. Nous avons formé un partenariat avec 5 agences pour créer un prototype de réseau ouvert. Donc, c'est un problème auquel nous nous intéressons sans cesse. Alors, et nous avons voulu créer un écosystème de réseau scientifique. C'est un concept dans lequel nous croyons et nous pensons que c'est la manière dont nous allons faire des progrès et résoudre les grands problèmes planétaires. Parce que c'est important de garder les choses en contexte, mais en même temps, il faut respecter ce que nous devons faire pour respecter les impératifs de sécurité nationale et aussi protéger la validité des données. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais l'un avec l'autre. Ces deux sont interdépendants, à notre avis. Merci. Merci à vous deux. Nous allons maintenant parler d'accessibilité des résultats de la recherche. Alors, nous venons tous de milieux très différents. L'Inde, Mona, le Liban, moi du Mexique. Donc, nous sommes des 4 coins du globe et nous représentons le Canada et les États-Unis. Donc, nous représentons bien la diversité. Nous incarnons la diversité. On sait qu'on veut augmenter l'accessibilité aux sciences, technologies et au génie. Alors, Mona, pourquoi est-ce si important d'investir dans ce domaine et quelles sont les initiatives que vous préconisez pour favoriser le progrès? J'ai pas besoin de micro. Je ne pose même pas la question si mon micro est allumé. Oui, mais ce n'est pas la première fois ni la dernière fois que ça se produit. Alors, cela étant dit, l'un des piliers de la National Science Foundation, c'est l'inclusion et l'accessibilité. Et j'en ai parlé justement lors de ma réponse à la première question. Comment garantir les possibilités? Nous savons que le talent et les idées sont démocratiques. Ça se trouve dans toutes les communautés, qu'elles soient rurales ou urbaines, dans toutes les classes de la société et dans la diversité de tous les pays. Et la question est de savoir comment nous assurer que ces talents ont accès aux possibilités qui leur permettent de se développer. Nous avons toute une pléthore de programmes au sein de la National Science Foundation et je ne vais pas vous en faire, je vais pas vous les énumérer, mais il y a un programme en particulier dont j'aimerais vous parler. Nous l'avons lancé il y a 1 an et demi.
Quand je suis arrivé à la NSF, je me suis rendu compte que bien que la fondation était très robuste, nous avons annoncé les lauréats du prix Nobel en physique, chimie et les sciences du génie sont tous des gens qui ont reçu des subventions de la Fondation. Et nous avons aussi comme mission de nourrir les aspirations des jeunes chercheurs. Alors, le fait que la Fondation investit, vous allez voir dans le portefeuille d'investissement de la Fondation, cible d'abord les origines des meilleures idées. Alors, les meilleures idées devraient toujours être financées, mais finalement, on s'aperçoit que la plupart des universités dans lesquelles nous investissons, ce n'est pas surprenant lorsqu'on voit, oui, ça tombe sous le sens quelles sont les universités que nous choisissons d'investir, mais les institutions qui sont laissées pour compte aux États-Unis sont les institutions qui desservent les minorités, les collèges communautaires et toute une gamme d'établissements qui ne reçoivent jamais de subvention de la Fondation. Alors, comment changer ça? Alors, Mona et moi dirigeons les organismes de subvention de la recherche. Mais vous allez trouver que l'ingrédient primordial dans un établissement, c'est d'avoir une direction de la recherche puis qui se charge de dénicher des possibilités d'investissement ou de subvention et qui les aide à forger des partenariats, remplir des demandes, faire des propositions et aussi à régler les problèmes de conformité et qui se charge donc de recueillir les idées venant des membres de l'organisme pour ensuite en faire la promotion. Alors, comment voulez-vous que ça se fasse au sein des institutions qui n'ont pas ce genre de ressources? Ces institutions et les gens qui travaillent dans ces institutions et leurs idées ne verront jamais le jour. Elles n'ont aucune chance d'obtenir des subventions. Et pourtant, la plupart de nos étudiants qui viennent de minorités vont dans ce genre d'institutions. Alors, quand on parle de la diversité des idées et des talents, comment voulez-vous que ces idées percent si nous n'ouvrons pas la voie? Alors, nous avons posé la question, qu'est-ce que nous pouvons faire pour régler cet écart, combler cette lacune et aller au cœur du problème? Et ce programme s'appelle Granted. C'est un acronyme. Faciliter l'accès à la subvention de la formation, S'il y a une chose que l'on sait bien faire à la Fondation, c'est trouver des acronymes imprononçables. Alors, c'est un programme pour promouvoir l'accessibilité à la recherche de la part de membres de communautés minoritaires. Donc, ce programme est destiné à offrir des ressources aux institutions qui n'ont pas les ressources internes nécessaires pour rédiger des propositions, recueillir des idées, en faire la promotion et gérer ensuite le processus d'organisation qui s'ensuit. Et voilà comment on peut faire du changement. Et à ce moment-là, on transforme la spirale descendante en spirale ascendante. Et ainsi, les enseignants que vous formez voudront faire partie de ces institutions. Et c'est comme ça que l'on pourra promouvoir l'excellence à la grandeur du pays, aux États-Unis et au Canada. Alors voilà, il y a ici beaucoup d'autres programmes dont je suis très fier, mais dont je n'aurai pas le temps de vous parler. I'm sure that certainly resonates here in Canada too. Absolutely. Mona. Well, I mean, I'll just add that, first of all, science is for everyone. J'aimerais simplement ajouter que tout le monde devrait avoir la possibilité de contribuer aussi à la science. On a parlé d'inclusion et il faut se rappeler que il faut que l'inclusion se produise, soit actualisée à tous les niveaux. Parfois, il s'agit simplement de donner la possibilité aux gens de se renseigner sur ce qu'est la science, de piquer leur curiosité, mais on ne peut pas s'arrêter là, évidemment. Et je pense que nous devons
jeter un regard approfondi sur nos établissements, nos institutions, nos établissements scientifiques, pour voir si ce sont des milieux accueillants, s'ils sont ouverts à la diversité, et aussi penser au rôle important des femmes dans le domaine, dans les sciences. True, but I'll tell you what I learned and then you can check. De vous dire ce que moi j'ai appris. Eh bien, lorsque les femmes entreprennent dans ce domaine, les résultats qu'elles obtiennent sont plus durables. Et donc, en général, elles ont tendance à bien mieux tenir la distance que les hommes. Of course, we have diverse. Et puis, nous avons également des communautés, des collectivités très très diversifiées qui, traditionnellement, n'étaient pas très versées dans les sciences. Et je pense en particulier à nos communautés, aux collectivités autochtones. Mais donc, par exemple, garantir la biodiversité environnementale, obtenir de l'eau qui soit de l'eau salubre. Et donc, je pense que cela permet de co-diriger le développement de grappes de noyaux scientifiques et qui sont devenus en définitive les organismes de référence pour la promotion et la compréhension de la façon autochtone de faire les choses. Et pour ne pas abuser de votre temps, je dirais que mon premier conseil de la jeunesse pour les sciences a présenté ses perspectives pour la première fois avec un excellent chapitre sur la diversité. Et donc cela a permis à certains de ses membres de ces conseils de la jeunesse de relever un certain nombre des défis que nous avons évoqués. All right, we're going to move on. Bien, alors passons maintenant à la diplomatie scientifique. Et donc c'est un concept qui est très en vogue. Mona, quelle est l'importance du rôle de la science dans les relations internationales et prenons un exemple de sa pertinence particulière. Bien, je suis très heureuse que la diplomatie dans le domaine scientifique soit de nouveau en vogue. Ça a fluctué avec le temps. Mais donc, la diplomatie de la science est importante parce que il faut y recourir beaucoup plus que nous ne le faisons aujourd'hui en tant qu'instrument des relations internationales. Et je pense déjà, bien sûr, au volet du développement international ou de la collaboration scientifique ou de la collaboration à l'élaboration de politiques scientifiques, entre autres. Et je pense que nous pouvons, nous, au Canada, nous enorgueillir de la façon, de la vitalité de cette diplomatie scientifique et de la façon dont nous l'employons à l'échelle internationale. Il y a des gens qui pensent que nous vivons un moment qui rappelle un peu ou un peu trop la guerre froide. Et c'est vrai que nous assistons à beaucoup de tensions géopolitiques et bien sûr cela met en cause un certain nombre de pôles scientifiques et technologiques. Donc nous pouvons peut-être les mettre en œuvre au service de la paix et de la prospérité plutôt que de faire progresser les conflits ou se propager les conflits. Je pense à la station spatiale, aux activités Sésame, où des gens ont collaboré pour la paix. Donc je crois qu'il est temps de recentrer notre activité diplomatique sur la science pour en dégager une façon de communiquer, un langage commun, irait jusqu'à dire. Je pense que ce genre de diplomatie ne va pas résoudre les problèmes de notre époque, mais c'est une façon de comprendre les problèmes, de trouver des solutions. Mais ensuite, il faut pouvoir s'appuyer sur un patrimoine de confiance pour mettre en œuvre et comprendre que c'est le genre de partenariat qui est important entre les pays et que cela soit orienté vers le bien-être
et que cela soit mis au service des populations et montrer quel est le potentiel de ces promesses, mais que ce soit fait avec un impact véritable. Alors à ce moment-là, on peut utiliser la diplomatie et lui permettre de travailler à plein régime avec une optimisation des résultats. Mais quand même, entre autres réflexions, lorsque nous parlons de diplomatie, je pense à l'application de la diplomatie chez soi parce que je ne crois pas que l'on comprenne dans notre corps social, à nous, quelle est l'importance et quel est l'impact de la science. Donc il faut que nous apprenions à en parler non seulement par ses côtés enthousiasmants, mais également son impact, son incidence, notamment au niveau quotidien, la prospérité que peut amener la science, ce que les évolutions, les progrès technologiques nous valent au niveau de la vie quotidienne, et c'est pour des sujets très importants, pour ce que j'appellerais les gens du commun. Et donc, j'ai toujours dit, les gens me disent « Oh, nous ne comprenons pas la science », ils me le disent à moi. Eh bien, moi je crois qu'il faut retourner la question, la répercuter dans l'autre sens, si vous me suivez. Je veux dire par là que nous avons tous une responsabilité de nous poser la question et de nous dire est-ce que nous en avons fait suffisamment pour la vulgarisation, pour la compréhension de l'importance de la science par le corps social. Alors c'est là que nous aurons permis à nos efforts et à nos résultats d'avoir un effet démultiplié. Et l'an dernier, nous avons lancé un programme basé sur les centres mondiaux, ce qu'on appelle le Global Centers Program, qui est le Canada est partenaire, le Royaume-Uni, l'Australie, les États-Unis ont travaillé ensemble à la création de ces programmes et nous avons investi jusqu'à 18 millions de dollars. Et ce sont des projets importants. Pardon, je dis 80 millions de dollars, donc 30 pour les États-Unis. Et ceci est un travail d'une importance difficile à décrire, parce que cela permet au pays de résoudre de façon concrète les problèmes. Et donc, je pense que c'est également l'un des chapitres des activités entreprises par le Canada. Et ces programmes mondiaux sont importants, notamment pour ce qui est du quantum, de l'intelligence artificielle. Et donc, il y a toutes sortes d'états d'esprit qu'il s'agit de promouvoir qui nous permettent d'ajouter de la crédibilité à ces découvertes scientifiques et à leur impact. La politique scientifique au Canada, aux États-Unis est quelque chose de solide et depuis que vous y êtes, nous avons noté que les relations sont encore plus cordiales grâce à vous. Et donc nous pouvons convenir de cela. Bien, alors maintenant nous allons passer aux questions de l'auditoire. Donc, je pense que nous allons poursuivre maintenant avec les questions et encourager les questions de l'auditoire. Nous nous arrêterons sur commande. Allons-y. Voilà, quelqu'un qui a levé la main pour poser une question. Oh. Merci de cette discussion fascinante. Donc, on serait tenté de demander à Punch pourquoi après 11 ans à Ottawa, il est allé aux États-Unis. Donc, on a parlé d'interdisciplinarité. On a parlé de la nécessaire interdisciplinarité. Je suis pleinement d'accord. Cependant, nous sommes confrontés à un défi. C'est, disons, le fait de pouvoir parler le même langage et sinon la même langue. Alors, je pense que vous avez peut-être des conseils à nous donner pour que ces groupes, une fois réunis, ils puissent avoir une action plus efficace en se comprenant. Merci de cette excellente question. Eh bien, je pense que
Donc, je pense que le langage commun, c'est notre détermination à résoudre le problème. Parce qu'une fois que l'on est déterminé à résoudre le problème, eh bien alors, on octroie aux différentes disciplines qui doivent contribuer à la solution le respect dont elles ont besoin. Et donc, qu'il s'agisse d'un problème de politique, d'un problème juridique, d'un problème social. Et donc, je pense que tous les problèmes ont différentes facettes. Et donc, on pourra niveler, gommer ces différences d'expression. Et donc, ce qu'il faut maintenant, c'est avoir des facilitateurs qui peuvent réunir les gens et aider aux problèmes de, je dirais, de traduction, mais donc que les gens se comprennent plus facilement. Sinon, les gens se parlent, mais sans se toucher. Il faut que la parole atteigne son but et que l'on ait donc également une communauté d'objectifs. Il y a des techniques, il y a des instruments. Et je pense que tout ceci permet aux gens de vouloir travailler ensemble, se comprendre, se respecter et de ce fait être capable de transcender les différences de mode d'expression ou les différences de langage qui sont employées. Et moi je peux vous dire que aussi il y a 3 ans, nous avons lancé un nouveau 25 institutions d'intelligence artificielle et donc ça fait un total d'1 milliard de dollars à investir ou d'un demi-milliard de dollars. Et donc ça nous a permis donc d'illustrer devant le Congrès le travail parce que nous voulions que les parlementaires puissent voir ce qui a été accompli. Et donc, on voit que les gens travaillent, œuvrent ensemble, et qu'ils travaillent dans l'harmonie et dans la fluidité. Et donc, cela permet justement de se débarrasser de ces boulots d'étranglement. Alors, bien sûr, avec un peu d'argent, ça met de l'huile dans les rouages. Et je pense que Mona va pouvoir vous dire que c'est quelque chose que nous constatons, c'est l'effet magique. Et il y a des gens qui ne veulent pas, ça facilite le dialogue ou parfois ça peut le bloquer. Bien, veuillez poser des questions aussi concises que possible et les réponses aussi peut-être. Good friend who's saying, you know, Oui, c'est comme disait mon bon ami. Merdad, félicitations for 15 years, your board, your team. Merci, félicitations pour votre conseil, vos volontaires, vos bénévoles. Excellente revue. Alors, vous avez parlé justement des prochaines générations. Et pour moi, les prochaines générations sont vraiment importantes. L'une des choses dont on ne parle jamais, et évidemment au Canada, c'est différent des États-Unis, mais j'aimerais bien avoir vos commentaires, à savoir qu'est-ce que nous devrions faire au sujet de l'éducation scientifique de la maternelle à la 12e année, parce que c'est une chose de se demander qui vient à l'université et dans nos collèges pour une formation scientifique, mais de la maternelle à la 12e, il est important de faire valoir les sciences. C'est le prochain défi que nous devons relever. Oui, c'est une question super importante. Mais la réponse ne se limite pas à 2 lignes, à 2 phrases. Je suis tout à fait d'accord que nous devons nous pencher sur la pédagogie scientifique. On parle de conversion. Il faut que tout le monde se préoccupe de l'essor des sciences, pas simplement les organismes de subvention, mais ça revient toujours à l'approche que nous avons face aux sciences. Je pense que la science doit être intéressante et on devrait enseigner des cours de 4e année à l'université et ensuite revenir à la 1re année. Et je pense aussi que dans l'éducation, il y a la technologie. Et si vous n'êtes pas passionné de ce que vous enseignez, ben, vous n'allez pas, même si vous avez un excellent programme, vous n'allez pas communiquer d'enthousiasme à vos étudiants.
Alors c'est là où le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, les associations et les établissements d'enseignement doivent travailler ensemble pour changer la donne. Autrement, nous allons nous retrouver dans une situation très difficile. Oui, il faut mieux payer les enseignants, c'est clair. Oui, Dr. Punch, ou professeur Punch, vous avez lancé un défi aux scientifiques dans la salle de prendre leurs responsabilités quant à l'impact de leur travail sur la société et l'économie. Et le système de valorisation dans le système des l'univers des chercheurs ne prévoit aucune récompense pour cela. Alors, vous avez lancé un programme d'innovation en technologie et je sais qu'il y a des voix aux États-Unis qui ne voulaient pas de ce programme au sein de la Fondation parce qu'ils avaient peur que la culture scientifique qui met l'accent sur la recherche fondamentale brimerait les efforts de socialiser davantage la science. J'aime bien l'anecdote que vous avez racontée, mais avez-vous des conseils pour la communauté des établissements d'enseignement et des auteurs de politique au Canada? L'une des premières choses que je voulais faire quand j'ai été nommé directeur, c'est la direction de la technologie et de l'innovation, le partenariat, pardon, de la technologie et Alors, c'est une direction qui permet de réunir toutes les innovations et qui peut être jumelée avec des intérêts privés à l'intérieur de l'écosystème. Et le partenariat permet ensuite de stimuler davantage de recherche fondamentale dans tous les domaines. Et vous me demandez, mais quels sont les progrès accomplis? La direction a été lancée en l'espace d'1 an. Et donc, tous les programmes de subvention ont été lancés dans les 6 mois qui ont suivi. Alors, je vous ai parlé justement du programme d'innovation régionale. Alors, quand j'ai dit que l'innovation peut venir de n'importe où, ce n'est pas simplement des paroles. Nous avons voulu passer à l'action. Si l'innovation vient de n'importe où, alors, puisqu'il y a des concepts d'innovation qui viennent de partout, nous avons eu 170 soumissions de partout dans les États-Unis. Nous les avons publiés en ligne, ce qui est inhabituel pour la Fondation, mais ainsi les chercheurs et les auteurs de propositions ont pu voir ce qu'ils faisaient. Et on a trouvé des bailleurs de fonds pour 44 de ces projets. Et je vais vous raconter justement une anecdote ou deux après avoir répondu à la question. Mais le type 2, qui est... oui, des projets de 160 millions, nous sommes en train de finaliser. Et encore une fois, nous accueillons des propositions de toutes les parties des États-Unis. Alors, ce n'est pas le moment de se poser des questions, de tergiverser. Non, nous n'avons pas le temps. Il faut passer à l'action. Il faut maintenant passer à l'action et le plus rapidement possible. J'aimerais ajouter une chose en réponse à la question, parce que vous avez parlé de une culture de récompense. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens du milieu universitaire et du gouvernement dans la salle ici aujourd'hui. Et je voulais vous lancer un appel. S'il vous plaît, réunissez-vous et revoyez les critères en matière d'excellence. Parce que je pense que quand on parle de sciences ouvertes, quand on parle d'innovation, quand on parle de travail en collectif, de travail d'équipe, de travail multidisciplinaire, il faut évidemment ne pas perdre de vue le fait que le système que nous avons, le système de récompense que nous avons, entrave ces initiatives. Merci. J'apprécie beaucoup vos commentaires extrêmement enrichis. Je suis la présidente du groupe de chercheurs noirs et j'essaie de faire en sorte que nos salaires soient rehaussés au-dessus du niveau de la pauvreté. Et donc, je voudrais parler de ces questions en rapport avec le commentaire que vous venez de faire au sujet des établissements qui sont au service des minorités et qui ne reçoivent pas des fonds adéquats.
Alors, nous avions un programme de subvention pour la recherche fondamentale au Canada qui était équitable. Et si on était une petite école dans le Grand Nord, il y avait possibilité de recevoir des subventions. Mais maintenant, nous n'avons plus ce système. Et je sais parce que maintenant, le financement est uniforme. Mais dans le contexte actuel, où il est difficile pour les chercheurs dans les petits établissements d'obtenir des subventions, même s'ils accueillent des étudiants de premier ordre qui reçoivent des bourses, il n'y a pas d'argent pour financer le programme. Alors j'aimerais vos commentaires quant aux solutions possibles. Peut-être que vous voudriez répondre à la question. Oui, alors laissez-moi vous dire qu'il y a plusieurs choses que nous pouvons faire et que nous pouvons changer dans le programme existant. Par exemple, moi je vais être très clair, je suis tout à fait d'accord avec d'accroître le nombre de bourses et la valeur des bourses. Et nous devons faire en sorte que les étudiants et les boursiers soient responsables de leur propre choix, plutôt que ce soit l'établissement qui dicte le programme de recherche de chacun. Donc, ce n'est pas une question qui est si compliquée à mettre en œuvre ou à résoudre. Alors, quand on parle de sciences ouvertes, par exemple, les institutions consacrent beaucoup d'énergie à des soumissions et essaient d'attirer des étudiants, mais je pense que les gouvernements en général ont un rôle à jouer. Et ont le devoir d'appuyer les institutions, quelle que soit leur taille, parce que les petits établissements sont vraiment importants dans leurs régions respectives et sont beaucoup plus importants que l'Université de Toronto, par exemple, avec tous mes respects. Et donc, je pense que c'est dans le meilleur intérêt de tout le monde de réfléchir à ces questions et de développer les politiques en conséquence. Oui, je pense qu'il faut réaffirmer le modèle que nous avons et le redéfinir. Oui, à vous. Merci. Je suis Alicia Main. Je suis la vice-présidente adjointe de Knowledge Mobilization and Innovation de l'Université Simon Fraser. Et ma question pour le professeur Punch. Vous avez parlé de la nouvelle direction de partenariat en technologie et d'innovation, et je pense qu'à l'intérieur de il y a Activate, qui est un programme de mobilisation de la recherche postdoctorale. Et pourriez-vous nous parler de ce programme davantage et comment vous faites référence au programme que nous avons créé pour bâtir des partenariats entrepreneuriaux. Alors, il y a des partenariats avec l'industrie, mais il y a aussi un programme de formation expérientielle pour les gens qui essaient de passer d'un domaine à l'autre. Et donc, il y a aussi un programme, lui, qui veut s'assurer que les établissements qui desservent des minorités qui n'ont pas accès puissent se brancher sur des réseaux d'innovation. Donc, je vous encourage à vous renseigner sur tous ces programmes. Le programme auquel vous parlez, c'est les bourses pour l'entrepreneuriat. Alors, notre programme donne des capitaux aux gens qui ont déjà une subvention du CRSNG, et vous allez donc, vous faites un programme de formation et vous apprenez donc des notions d'entrepreneuriat, et ensuite les entreprises fleurissent et trouvent des bailleurs de fonds. Mais nous voulons aussi nous assurer que les individus aient une formation en immersion dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et donc, ce programme est un investissement de 2-3 ans qui veut donner à des étudiants au doctorat d'entreprendre quelque chose qui leur permettra de... Alors, c'est une façon de leur donner des fonds fiables
et aussi le support de mentors pour qu'ils puissent donner suite à leurs aspirations en tant qu'entrepreneurs. Alors, c'est un programme que nous avons déjà lancé et que nous voulons mettre à l'échelle le plus rapidement possible. Mais si vous permettez, en rapport avec la question précédente, on ne peut pas toujours s'attendre à ce que le gouvernement fédéral résout tous les problèmes. Quand vous avez parlé justement de la rémunération des scientifiques, il faut trouver forger des partenariats avec l'industrie et d'autres intérêts privés, parce que il faut voir comment la création de partenariats peut nous permettre d'améliorer les sources d'investissement. Alors, parce que quoi que nous fassions, ce ne sera jamais suffisant. Oui. Alors, une question de notre lauréat Nobel. Alors, je vais adresser ma question au professeur Punch. Vous avez parlé du défi de l'intelligence artificielle. Quelle est votre perspective sur les règlements internationaux qui tentent de régir l'intelligence artificielle? Il y a un décret de l'exécutif aux États-Unis qui tente de réglementer l'intelligence artificielle. Pensez-vous que nous évoluons assez rapidement sur ce plan? Excellente question. Et vous avez raison, le président des États-Unis a signé ce décret exécutif il y a 2 semaines. Et pour avoir participé à cette évolution, à mon avis, c'est une approche très équilibrée où nous voulons nous assurer que nous donnons toutes les possibilités à l'intelligence artificielle de s'exprimer et en même temps, nous avons mis en place des balises pour faire en sorte que la crainte, la crainte n'est pas une émotion utile parce qu'elle nous empêche de profiter de toutes les occasions. Alors nous avons mis des garde-fous pour essayer d'endiguer les craintes et la gérer. Mais on a besoin de partenariats multilatéral. Ça ne peut pas être seulement le milieu académique, universitaire ou les agences fédérales. Il faut absolument que l'industrie soit aussi inclue dans la conversation. Donc j'ai été vraiment épaté par ce qu'a fait le président Biden et les réunions de concertation qu'il a eues avec les représentants de l'industrie à la Maison-Blanche pour s'attaquer à ce problème. Et je suis très fier du fait que notre Congrès, M. Schumer et Heinrich et les autres, et moi je faisais partie du panel sur l'intelligence artificielle et j'étais surpris de voir le nombre de sénateurs qui étaient là pour participer à ce panel. Ça montre l'engagement du Congrès, de la Maison-Blanche et aussi l'intérêt de l'industrie et du milieu universitaire et de l'intérêt à travailler ensemble. Mais le dernier aspect auquel vous faites allusion, c'est comment travailler avec nos partenaires étrangers à l'échelle internationale. Alors, parce qu'il y a évidemment des questions qui transcendent les frontières nationales. Et comme vous savez, il y a eu un sommet international sur l'intelligence artificielle à Londres et nos partenaires européens ont lancé des idées et pris des initiatives. Donc nous espérons que toutes ces idées pourront converger pour que nous en arrivions à une approche plus équilibrée à l'échelle de la planète. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Sinon, on pourra en parler tous les deux en tête à tête. Permettez-moi d'ajouter que nous vivons dans un secteur, un domaine en mutation rapide et constante. Donc, je pense que il est important de bien s'entendre sur les principes plutôt que d'avoir toujours le nez sur le guidon. Et donc peut-être porter le regard un peu plus loin. Et je crois qu'il faut quand même qu'il y ait un accord de principe sur les grandes valeurs. Et il faut que cet accord soit de portée internationale. Ça ne peut pas être quelque chose qui se fasse de façon purement bilatérale. Et cela nous renvoie à la notion de diplomatie scientifique. Il y a les jeunes de notre auditoire qui n'étaient pas nés lorsque nous avons commencé à avoir les mêmes échanges concernant la biotechnologie, voici bien des décennies. Et il y a toutes sortes d'enseignements que l'on peut en tirer. Et donc c'est pas la peine de réinventer la roue à chaque fois. Bon, je crois quand même que c'est un domaine d'une importance cruciale qui nécessite la collaboration de tous les pays.
C'est pourquoi je dis il est temps et il est important d'instaurer cette coopération de façon précoce. And I should mention that Canada is very engaged on this. Je dois dire que le Canada lui-même est déjà très très impliqué. Je sais que le ministre Champagne se trouvait au Royaume-Uni dans ce sens. Bien, je crois que cela conclut notre panel, parce que vous avez démontré qu'on ne peut pas vous modérer. Vous êtes tout simplement indomptable. Mais si cela avait été, ça aurait été ennuyeux. Voilà. Donc, voilà. En tout cas. Merci à tous les deux, c'était une magnifique expérience. Merci d'avoir fait le voyage jusqu'à Ottawa. Et merci à tout le monde, merci des questions de grande qualité. Merci.